Alors là, je me trouve sur le site d'Anacakenga et je m'apprête à rentrer dans une grotte. C'est une cavité rocheuse qu'il y a dans le fond qui nous amène jusqu'à la mer. Je vais descendre. Et puis je vous donne rendez-vous quand je serai arrivé de l'autre côté. Alors là, je viens d'arriver au bout. C'est une petite cavité qui doit faire 25 mètres, 30 mètres. Au début, on est un peu plié, puis après, il y a de l'espace. Je ne sais pas si on voit derrière moi, c'est assez grand. Et puis quand on arrive au fond de la cavité, il y a un embranchement avec deux points de vue, on va dire, sur la mer. Alors j'en ai choisi un. Et là, c'est un peu fou parce que je ne sais pas si on voit bien. C'est assez chouette. Et en même temps, alors là, je me trouve juste au musée archéologique d'Angaroa, donc pour une petite visite. Alors c'est pas un grand musée. Je vais vous faire rentrer 2 minutes, mais je voudrais pas vous gâcher le plaisir. C'est un musée dans lequel on y voit des vestiges évidemment de l'île, les formations géologiques, les 3 volcans qui ont façonné le relief de l'île, avec quelques particularités comme le seul moai femme de l'île qui est à l'intérieur du musée. Enfin, je vous en dis pas plus et je vous fais voir ça, mais 20 secondes. Alors le bon plan, là, si on veut faire tamponner son passeport, c'est d'aller à la poste Correo Chile. Là, j'y suis, c'est en contrebas de la rue principale. Et donc, on peut se faire tamponner son passeport avec un tampon de l'île de Pâques. C'est vrai que celui de l'aéroport et de la douane, il n'est pas génial. Et du coup, celui-là, je ne sais pas si on le voit bien, du coup, c'est assez cool. Ça fait penser au tampon qu'on peut avoir quand on fait le Machu Picchu ou ce genre de tampon touristique à chaque fois, mais c'est sympa. Pour se déplacer sur l'île de Pâques, vu que c'est pas très grand, hein, ça fait au maximum une trentaine de kilomètres, on peut le faire de différentes manières. On peut très bien louer un véhicule de location. Alors je pense que c'est ce qui est le plus fait ici. Un véhicule, un 4x4 en général, c'est ce que l'on prend. Un petit 4x4, un petit Suzuki là, qui permet d'aller à 4 personnes un petit peu partout, ou un plus gros. Alors ça, c'est les véhicules de location de base. Ce genre de véhicule, on en a pour à peu près 60 $, 50 € la journée, on va dire. Mais on peut louer d'autres véhicules aussi. On peut louer toute une bardée de quads et de motos. Les quads, c'est assez sympa, on les voit sur la route. Les seuls qui ont d'ailleurs des casques, ce sont les quads qui ont été loués chez les loueurs de véhicules. Un quad, ça vaut à peu près 60 € la journée, c'est le même prix qu'une voiture. Après, dans les motos, il y a différentes motos, ça va du scooter, un petit scooter 50, alors qui ne nous amène pas forcément très loin parce qu'en 50 on roule pas très vite, donc ça c'est bien pour être à Angaroa. Ce scooter vaut à peu près 25 € et un petit peu plus cher s'ils sont 125 cm3, ça commence à être pas mal. Et après on peut même louer, j'ai même vu une 600, hein, on peut louer une 600 cm3 et je crois qu'elle était à 80 € la journée. Et puis après il y a la possibilité de louer des vélos pour pas cher du coup, des petits VTT qui sont à 15 € la journée, en négociant un petit peu 12 € la journée. Des fois il y a des remorques, des petites remorques pour les enfants, des petites remorques pour emmener tout un tas de bardages. On a vu qu'ils devaient partir en camping, donc ils avaient une petite, pas en camping sauvage, et donc ils avaient une petite roulotte derrière qui s'accroche derrière le vélo. Voilà, après un des points quand même importants, disons 2 points importants quand on veut louer un véhicule ici, au-dessus d'un 50 cm3, c'est qu'il faut avoir son permis international, sauf si vous êtes chilien. Donc quand vous venez de métropole, il faut le demander à la préfecture, ça prend un bon mois d'attente. Donc il ne faut pas
pas oublier de le prendre, sinon vous ne pourrez pas louer un véhicule dans ces enseignes-là. Et puis le deuxième point, mais non des moindres, c'est que quand vous louez un véhicule ici, vous le louez sans assurance. Et c'est pas possible d'avoir une assurance. Quand vous allez dans une enseigne internationale, n'importe laquelle, chez Hertz ou chez Europcar, on vous propose de prendre des assurances complémentaires. À 9 € la journée en plus, à 8 €, une assurance pour les pannes, une assurance pour les dégâts des véhicules, même si c'est pas de votre faute. Là du coup il n'y en a pas et c'est pas possible d'en prendre. Donc c'est pour ça qu'il semble très important de voyager avec une carte bancaire qui vous permet de contracter l'assurance automatiquement. Alors c'est le cas des Gold, c'est le cas de l'American Express, de la Gold, c'est le cas peut-être de la Visa Premier et puis de la Gold de chez Mastercard et évidemment des Platinum. Donc eh ben, c'est un calcul à faire, hein. Une Gold, une Amex Gold, ça va valoir 150 ou 160 €, c'est l'année, c'est gratuit la première année, et après ça doit être ça, 150, 160 €. Donc si je vais dans n'importe quel pays, puis que je loue un véhicule 10 jours et que je prends une assurance complémentaire à 9 €, bah, ça me fait déjà 90 € sur mes 150 € qui sont déjà payés. Alors si vous le faites chaque année, vous voyez que ça... c'est pas inutile de prendre une Gold juste pour l'assurance. En tout cas ici c'est impératif parce que si vous arrive quoi que ce soit avec le véhicule, que ce soit de votre faute ou pas, que vous l'ayez mal garé ou bien garé, qu'un véhicule vous est rentré dedans, que ce soit rayé, c'est à votre charge les réparations. Et je vous avouerai que je ne suis pas allé voir les tarifs, mais ça ne m'intéresse pas trop. J'ai pris bien soin de payer avec ma carte bancaire sur lequel on peut souscrire automatiquement une assurance des véhicules de location et donc ça me va très bien. Et enfin, une petite chose qui est à lire dans les petites lignes des assurances de votre carte bancaire, c'est que la mienne, alors j'en ai deux, sur lesquelles sont souscrits des assurances pour les véhicules de location, et sur ces deux-là, l'assurance ne comprend pas un véhicule autre chose qu'un 4x4, qu'une berline ou ce genre de truc, un minivan, un minibus, tout ça, ça marche pas, votre assurance elle ne marche plus. Et pour moi les véhicules 2 roues ne fonctionnent pas. Donc si je voulais louer le petit 600 que j'ai vu tout à l'heure, et ben il serait sans assurance. Et donc bah, c'est sous votre responsabilité. Là vous n'avez même pas d'assurance au tiers, ça serait la vôtre il faudrait faire marcher la vôtre. Voilà, bon en tout cas après, les prix, je suis agréablement surpris. De plus en plus finalement, parce que les tarifs de prix de location sont vraiment accessibles. Et disons qu'ils pourraient même faire plus cher dans la mesure où de toute façon vous n'avez pas le choix, vous devez louer un véhicule presque pour vous déplacer ici. Donc je pense qu'ils ne sont même pas dans une optique d'abuser, mais dans une optique de louer au maximum. Quand vous êtes en dehors des grandes saisons, ce qui est le cas ici, vous pouvez négocier un petit peu les véhicules. Alors, dans certaines enseignes, il doit y avoir 3-4 loueurs dans la rue principale et là vous pouvez louer un petit peu, faire descendre les prix de 10 $ si vous prenez un véhicule 3-4 jours. Et voilà, c'est pas très courant de négocier les prix sur l'île de Pâques, mais en tout cas sur les véhicules ça se fait. Bah la preuve, ça se fait bien, ouais. Alors là je suis sur la rue d'évacuation des tsunamis, donc ça veut dire que s'il y a une grosse vague, il faut que je me réfugie dans le haut. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de relief sur l'île, mais il y a de quoi s'abriter quand même. Ce qui est assez pratique ici, c'est que, bon alors personne ne parle français, hein, ça on est bien d'accord. Il y a quelques enseignes, il y a quelques restaurants, il y a quelques pensions de famille qui sont en français. Donc bah, si c'est votre choix d'avoir un guide touristique ou un hôtel ou un restaurant, vous pouvez quand même arriver sur l'île de Pâques si vous ne parlez pas espagnol ni anglais et vous en sortir sans problème. Vraiment sans problème. Le seul truc, ça sera éventuellement d'aller au supermarché chercher un truc, mais ça va se limiter à ça. Sinon le reste, bah, vous parliez espagnol, tant mieux. Si vous parlez anglais, ça marche bien aussi. Alors si je devais faire un petit bilan après une semaine passée sur l'île de Pâques, je dirais qu'il y a pas mal de choses à voir sur cette destination. Les carrières où il y a eu la construction des moaïs, à Outangariki, là, les 15 fameux moaïs alignés, ça c'est un site qui est génial. La plage d'Arakena avec les grosses vagues, on ne s'attend pas du tout à voir ça ici. Terevaka qui est un des 3 sommets de l'île de Pâques, c'est le point culminant, 507 mètres, ça se fait en randonnant en 3 heures
On est monté, c'est assez sympa, il faut 1 heure et demie pour descendre. Le village d'Orongo, avec la légende de l'homme-oiseau, là c'est pareil, il faut 3 heures pour monter, c'est à l'opposé de l'île. Alors ça c'est surprenant parce que c'est la culture d'après les Moaï, juste avant l'arrivée des Européens. Et puis la petite ville d'Angaroa, malgré tout, qui est sympa, avec sa rue principale, ses petits restos, ses magasins de souvenirs, le musée archéologique, qui est pas très grand, mais qui est quand même sympa, qui est quand même à faire. Les dimanches, c'est gratuit, sinon l'entrée, c'est 1,50 € pour les adultes. Il y a un petit port de pêche, il y a une petite plage aussi dans Angaroa. Donc, ouais, c'est une destination atypique, c'est une destination assez unique, où on vient une semaine, pas en pèlerinage, mais on vient voir des vieilles pierres, des jolis paysages, et puis se sentir un peu à l'autre bout du monde, complètement isolé. Au niveau des tarifs, la nourriture, alors la nourriture elle est un peu plus chère, elle est à... Ah, gracias. La nourriture elle est à 30% plus chère, mais voilà, je dirais que c'est le seul truc qui est plus cher. L'entrée dans les parcs elle est pas tellement chère, c'est une cinquantaine, je crois que c'est 45 ou 50 € l'entrée pour des adultes, gratuit pour les moins de 7 ans, de 7 à 12 ans c'est moitié prix, ça vous permet d'entrer dans les 3 sites majeurs. Voilà, si on veut comparer, je sais plus combien j'avais payé pour prendre le téléphérique du Midi sur le massif du Mont Blanc, mais je crois que c'est beaucoup plus cher pour 2 heures d'aller-retour. Voilà, une entrée dans un château, une entrée en Europe quelque part, c'est de toute façon plus cher que ça. Là, c'est 50 € pour 3 sites dans lesquels vous allez y passer pratiquement 3 journées, pas 3 journées entières, mais en tout cas 2 jours. Les restos, l'hébergement est pas très cher, les restos sont pas inaccessibles. Les locations de vélo, les locations de voitures sont pas non plus chères qu'ailleurs. Donc c'est au niveau des tarifs, à part la bouffe, voilà, c'est peut-être le billet d'avion qui est plus un problème que la nourriture. Ce qu'il faut penser à prendre à la vôtre, hein. Ce qu'il faut penser à prendre absolument, si on veut pas louper son voyage, une carte de crédit internationale, évidemment, Visa, American Express, Mastercard. Il faudra bien, voilà, sur le premier jour, s'occuper de savoir où sont les distributeurs, quoi. En contrebas des magasins de location de véhicules, en contrebas direction mer, vous avez deux GAB de 2 banques différentes, Santander et l'autre je sais plus. Une prend la Visa internationale, l'autre prend la Mastercard internationale, je crois que les deux prennent les Amex. Donc voilà, je dirais aussi, pendant qu'on est sur la carte bleue, qu'une Gold ou une Platinum, enfin une Gold, ça serait pas mal, parce que si vous voulez louer un véhicule, il faudra faire gaffe à son assurance, parce qu'ici il n'y en a pas. Donc l'assurance de votre carte bancaire est peut-être un bon plan, si vous voulez pas avoir une fortune à payer en cas d'accident. Un adaptateur de prise universelle, parce qu'ici c'est pareil, c'est du 220 volts, 50 Hz, mais c'est pas une prise avec les 2 tiges plus la prise de terre, c'est juste des prises dans les murs à 3 trous, dans lesquels on met normalement une prise à 3 trous. Donc il existe vos deux sur votre prise, les 2 tiges qu'il y a des fois sur son téléphone par exemple, sont trop gros pour rentrer dans les trous, donc il vous faut un adaptateur. Alors là je pense que l'adaptateur universel pour ceux qui voyagent c'est quand même le top, ça vaut 10 € à la Fnac et vous êtes tranquille partout où vous allez. D'autant plus qu'ici les télés etc sont assez vieilles, les chaînes IFI, donc on peut pas brancher sur le port USB parce qu'il n'y en a pas forcément dans les chambres d'hôtel. Alors c'est vrai que quand on va dans d'autres pays, il n'y aurait même plus besoin d'adaptateur, tellement maintenant tout se fait avec un port USB, mais ici c'est pas le cas. Pensez à prendre de la crème solaire et aussi de la biafine, parce que là on est au mois de décembre, on est en demi-saison, le ciel est parfois couvert, alors moi j'ai eu de la chance, j'ai que du beau temps, mais le ciel des fois est un petit peu couvert, mais quand même ça tape, donc les coups de soleil sont de temps en temps, s'invitent de temps en temps. Je pense qu'en dernier petit conseil, si on fait un stop en Chili, on peut prendre de la nourriture quand même au Chili qui doit être moins cher, l'amener. Alors il y a des trucs qui sont interdits, vous renseignerez, parce que comme partout, les produits frais, du fromage, des fruits, voilà. Mais si vous amenez des boîtes, si vous amenez des pâtes, si vous amenez des gâteaux, et ça sera déjà ça de payer. Et probablement moins cher qu'ici.
Voilà, bah c'est une jolie destination dans laquelle on peut venir en famille. Il y a des parcs de jeux absolument partout, j'en ai vu 6 ou 7, avec des balançoires, des parcs aussi de sport, des trucs de fitness dans lesquels on peut courir sur des engins dans les parcs, en faire de la musculation aussi. Et puis je me dis qu'une semaine comme ça c'est bien. Est-ce qu'on peut pas l'accumuler? Voilà, rester 2 semaines sur l'île de Pâques, je pense que c'est un petit peu trop. S'il y a un stop au Chili, je préférerais rester une semaine au Chili et une semaine sur l'île de Pâques. Voilà, une semaine c'est bien. En une semaine, avec tout ce qu'il y a à faire, petite location de vélo, vous pouvez faire du cheval, vous pouvez faire de la plongée, vous pouvez faire du surf, vous pouvez prendre des quads. Avec tout ce qu'il y a à faire ici, je pense qu'une semaine c'est bien. On prend le temps, on est un peu cool. Et puis voilà, on a le temps de vivre, c'est sympa, il n'y a pas trop de voitures, il n'y a pas trop de gens. Ici, vous pouvez même rouler en scoot sans casque. C'est un peu un petit sentiment de liberté. Vous prenez les routes qui vont vers les sites. Vraiment, vous croisez 10 voitures pour y aller. Donc, en ça, ça vous fait un petit break par rapport à votre semaine, par rapport à votre année où vous bossez. Là, vous êtes réellement en vacances, réellement coupé du monde. La connexion Internet, enfin pour finir, ceux qui bossent sur Internet, c'est vrai qu'il faut s'arranger pour essayer de pas trop faire de choses ici parce que Internet, c'est pas en continu. De temps en temps, ça marche un peu, ça marche 5 minutes. Alors là, il faut se dépêcher d'envoyer un mail, se dépêcher d'aller regarder ses comptes en banque, se dépêcher d'aller faire ce qu'on a à faire. Mettre 3 photos à charger et envoyer sur Facebook ou sur Instagram, ça prend quand même un peu de temps. Mais voilà, c'est aussi le charme un petit peu de cette île. On y est, on est vraiment quelque part d'éloigné. On est vraiment ailleurs. Alors en chemin j'ai rencontré Arnaud, 38 ans, qui habite à Strasbourg. Salut Arnaud. Salut tout le monde. Alors écoute, j'ai une première question à te poser. Tu es là sur l'île de Pâques, parmi les 100 000 visiteurs par an. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Moi c'était une dimension énergétique en fait. Je suis venu, je vais partir demain et ça va faire 3 semaines que j'aurai passé 3 semaines sur l'île de Pâques. Et la dimension énergétique ici elle est énorme, c'est une grande paix. Beaucoup de paix, beaucoup d'énergie féminine ici. Et j'en avais besoin, voilà. Qu'est-ce que tu as fait en 3 semaines ici? Ça paraît beaucoup. Moi, j'arrête pas de dire depuis le début qu'une semaine, on a vu les sites, c'est cool comme ça. Ouais, alors moi, j'étais pas dans une optique de sightseeing, pour voir des choses et j'en ai vu, comme tout le monde. C'est très joli en plus d'avoir des bons ressentis. Et puis ça se ressent dans l'ambiance ici, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir des ressentis énergétiques pour sentir qu'ici, il y a une onde, comme disent en espagnol, la buena onda. Voilà. Qu'est-ce que, si on devait faire un petit tiercé gagnant, quels sont les 3 trucs qui t'ont plus plu ici? Puis après, les 3 choses qui t'ont pas le plus déçu, mais les 3 choses qui te peinent un petit peu. Alors, les 3 trucs, moi je dirais que y a la pierre de la fertilité à Te Pitokura, je crois que ça s'appelle comme ça. Il y a le lever de soleil sur Tongariki qui est absolument splendide. Ouais. Et puis après, on les met dans le même package, mais il y a les 2 volcans, les 2 cratères qui sont absolument somptueux. Enfin, c'est très très beau et on se sent bien paisible. Voilà. C'est assez surprenant parce que ce qu'on voit à l'arrivée, enfin moi c'était pas quelque chose que j'imaginais en bas en partant, j'imaginais pas voir ça en arrivant, quoi. Pareil, ouais. Et les 3 choses sur lesquelles tu mets un petit bémol? S'il y en a 3, hein. Moi j'en vois pas des masses, il y a les Rapa Nui sont très cool, mais il y en a qui sont à côté de leur pompe. Je sais pas, bon, j'imagine que c'est aussi dû à leur histoire, mais du coup ça me fait penser un peu aux aborigènes qui picolent énormément. En fait, à tous ceux auxquels on a pris la terre et qu'on a mis de côté, quoi. Ouais. Donc, mais je le ressens ça aussi ici, ouais. Mais il n'y en a qu'une, j'en vois vraiment qu'une. Tu as fait 3 semaines ici, tu venais directement de France? Ouais. La fin de ton séjour, c'est quoi alors? La fin de mon séjour, je pars demain pour San Pedro de Atacama. Puis je vais certainement aller voir le Salar de Uyuni juste à la limite bolivienne et puis revenir et puis profiter un peu d'Atacama pour 1 semaine en tout, quoi. 1 semaine en tout? Voilà. C'est marrant d'avoir choisi 3 semaines ici pour 1 semaine sur le continent
C'était vraiment une volonté, hein. C'est pas, Ah oui, non, c'est pas un hasard. Des circonstances de billet d'avion ou... Non, j'ai même changé mon billet d'avion. Au début, j'avais prévu 1 semaine sur l'île de Pâques et j'ai senti avant même de venir que c'était trop peu. Okay. Et du coup, voilà, ça s'est transformé en 3 semaines. Super. Alors, tu m'as dit en aparté que tu étais contrôleur aérien, mais que tu avais un projet personnel qui se met en place doucement dans ta tête. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Bah, en fait, je vais faire l'autre nom de contrôleur aérien, c'est aiguilleur du ciel. Et je vais faire strictement la même chose, mais sous une autre forme, sous forme de coaching de vie. En fait, je fais décoller des gens pour qu'ils voient la vie d'un peu plus haut et pour qu'ils la voient différemment. Je leur donne des clés qui me sont aussi utiles à moi. Et puis, pour tout ça, pour réatterrir, c'est de la spiritualité, mais très simple, parce qu'on a besoin de clés parfois quand on est à des moments clés de nos vies et qu'on se sent bloqué. Tout simplement pour vivre mieux, pour être plus joyeux, pour voir la vie dans sa magie, quoi. Ouais, voilà. Accompagner des gens à des moments clés de leur vie, alors. Voilà, c'est ça, ouais. Ok, je te remercie. Et puis, tu peux nous donner le nom de ta chaîne YouTube ou de ton blog? Alors ouais, j'ai une chaîne YouTube qui s'intitule Un œil magique sur la vie. Et j'ai aussi, pas un blog, mais un site où on peut aussi réserver des consultations. Ça s'appelle www.arnaudleboulevard.com. Voilà, c'est mon nom. Et puis voilà, vous trouverez toutes les infos dont vous avez besoin, si jamais vous en avez besoin. Merci Arnaud. Bonne continuation alors. Merci à toi. Ciao. Alors Ciao. Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Alors on est sur le point de prendre l'avion là. T'es resté combien de temps sur l'île de Pâques? Une semaine complète. Une semaine. Une semaine en amoureux? Dans le cadre de visiter tout ce qu'il y a autour de la Polynésie, vu que c'est là que j'ai travaillé pendant 1 an. D'accord, toi tu habites à Moorea. À Montréal. À Moorea, en Polynésie française. Oui. Comment s'est passé ton séjour alors sur l'île de Pâques? Bah écoute, plutôt bien, il a fait beau temps, on a pu visiter tous les sites, on a pu faire pas mal de randonnées, c'était principalement ça le but aussi. Les deux sites ou les 2 super points positifs de l'île de Pâques pour toi, c'est quoi? Bah, c'est le côté mystérieux, le côté civilisation abandonnée, c'est ça qu'on ressent beaucoup hein, en se baladant surtout à pied d'ailleurs. Le côté comment évolue une île complètement isolée du reste du monde, sans contact avec l'extérieur, sans commerce, et voir comment une société a pu grandir et s'effondrer d'un seul coup et se dépasser, faire autre chose, enfin voir cette évolution-là. Mais c'était pas ce à quoi on s'attendait en arrivant. Ah voilà, ça c'est intéressant. C'est plus le côté moi qui motive, Ouais. le côté un peu mystérieux, même mystique d'une certaine manière, et c'est finalement pas ça qu'on retrouve en arrivant sur place. Alors moi je partage complètement parce que c'est pendant les séquences de films vidéo, c'est les constats que j'ai faits en me disant on vient pour les Moai et puis finalement il y a autre chose aussi. Oui, c'est beaucoup plus riche. En fait. Est-ce que tu as un petit bémol quand même sur l'île ou un point, pas un point négatif, mais un bémol? Pas spécialement. Enfin, moi j'estime que ceux qui viennent 3 jours c'est peut-être un petit peu court, 1 semaine c'est peut-être légèrement un peu long. Moi je pense que 5-6 jours c'est bien. C'est la bonne durée pour profiter au maximum du tout. Non, j'ai pas vraiment de bémol en fait. Tu étais logé comment? À l'hôtel? Dans une pension. Dans une pension. Donc tu mangeais aussi à la pension? Non, juste le petit déjeuner. Petit déjeuner. Après le midi on prenait en général du pain et du fromage. C'est peut-être ça, oui, plutôt le petit bémol, c'est peut-être le manque de variété pour prendre sandwich. Il n'y a pas vraiment beaucoup de possibilités. Il y a une boulangerie qui offre juste du pain avec un peu de fromage et un peu de charcuterie si on aime ça. C'est peut-être un peu court pour emporter quelque chose et faire de la marche et déjeuner comme ça. Après, le soir on mangeait dans un restaurant, dans un Penadas ou des trucs comme ça, des trucs pas très chers. Voilà. Les tarifs justement, tu as trouvé ça comment l'île de Pâques? Bah, évidemment par rapport à la Polynésie, ça paraît pas si cher, mais je pense que du point de vue métropole ou du continent, c'est sans doute cher. Mais nous, on n'avait pas cette impression de vie chère, étant donné qu'on venait de Polynésie, qui est extrêmement cher déjà de base.